Alors bonsoir à toutes, j'allais dire et à tous, mais bonsoir à toutes et à Olivier. Je remercie tout premièrement le Paul Simon Lefranc de m'avoir prêté cette salle ce soir. Et je remercie tout particulièrement Camille Kerala, la directrice, Thibaut, qui vous a accueilli à l'entrée et qui est en train d'arranger mon microphone, et Camille Desmarais, qui, pour promouvoir cette soirée, a même eu la patience de m'apprendre à faire une story sur Instagram. Donc, merci Camille. Donc, je me présente, je m'appelle Maria, et je vais dans un premier temps parler du théâtre en général, ensuite de mon projet Sappho 1900 en particulier, et enfin lire des extraits des œuvres de René Vivien et de Colette dont sont adaptés le spectacle. Donc, je suis comédienne, j'écris des pièces et je mets en scène, et j'ai une compagnie qui s'appelle Les Vierges Rouges. Je suis dans le théâtre depuis 10 ans, et depuis 10 ans, j'attends que ma carrière décolle, mais elle restera des pâquerettes. Ce qui fait de moi la personne la plus légitime pour vous parler de théâtre, parce que je suis extrêmement représentative du genre de personnes qu'on rencontre dans ce milieu. Bon, alors après, malheureusement, il y a des gens pour qui ça fait 20 ans, 30 ans et pas 10, donc ils auraient un peu plus d'expérience que moi, mais c'est bien aussi d'avoir le point de vue d'une débutante, parce qu'on est moins revenu de tout, on est moins blasé, on est plus optimiste. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que le théâtre, c'est un monde sans foi ni loi. Aucune des règles habituelles du travail, du droit au travail, du droit du travail, ne s'applique au théâtre. Déjà, un acteur, contrairement à un comptable ou un boulanger, ça préfère travailler gratuitement plutôt que ne pas travailler du tout. Et ça, tout le monde le sait, ce qui nous met dans une position très délicate d'un point de vue syndical. Par ailleurs, la discrimination à l'embauche n'existe pas au théâtre. On peut... par exemple, pour Sappho 1900, j'ai proposé le rôle de René Vivien à Alice, ma camarade, qui n'est pas là ce soir, mais qui joue René Vivien, donc, parce qu'elle est grande, blonde, mince, et qu'elle parle avec un accent étranger. Donc, vous imaginez bien que j'aurais beaucoup de mal à justifier d'embaucher quelqu'un pour des critères pareils dans tout autre secteur. Donc au théâtre, on est entièrement libre de ne pas donner de travail à quelqu'un à cause de son sexe, son âge, sa corpulence, sa couleur de peau, sa beauté, sa laideur et toutes sortes d'autres critères qui enverraient n'importe qui d'autre au prud'homme. Et on n'a même jamais à se justifier de rien du tout, parce que l'art, c'est subjectif. Donc ça n'existe pas un comédien ou une comédienne objectivement compétente ou incompétente. C'est subjectif de toute façon, il n'existe pas de compétences objectives dans ce métier. Même chose pour les dramaturges, les directeurs de théâtre et les metteurs en scène. Et dans ce Far West artistico-professionnel, bizarrement, et c'est de plus en plus flagrant quand on considère les échelons de plus en plus élevés, les femmes sont étrangement sous-représentées. L'histoire du théâtre, c'est aussi l'histoire de la place des femmes dans l'espace public et de l'effacement des femmes de l'espace public. Alors j'aimerais remonter dans le temps jusqu'à l'âge d'or de la civilisation grecque. À Athènes, au 5e siècle avant notre ère, le théâtre était à la fois un droit et un devoir pour tous les citoyens. Ce qui signifie que comme c'était un devoir, c'était obligatoire, et comme c'était un droit, c'était gratuit. Alors soit dit en passant, le théâtre obligatoire pour tous les citoyens, c'est un rêve pour tous les théâtreux, parce qu'on adore avoir un public captif. Et et donc seulement, il faut se souvenir que dans la démocratie athénienne, citoyen ne signifiait pas habitant de la cité. En réalité, seuls 10% des Athéniens avaient le statut de citoyen. Les femmes n'avaient pas le statut de citoyen, les esclaves n'avaient pas le statut de citoyen, les métèques, c'est-à-dire les étrangers habitant à Athènes, n'avaient pas le statut de citoyen, et même les esclaves, les affranchis, donc les anciens esclaves, n'avaient pas le statut de citoyen non plus. Donc c'est bien beau de dire que les Grecs ont inventé la démocratie et que c'est merveilleux parce que tous les citoyens étaient électeurs et éligibles, mais en fait c'est une entre guillemets démocratie où 9 personnes sur 10 sont exclues du processus démocratique. Donc c'était plutôt une oligarchie à mon avis. Donc bref, 10% des Athéniens, tous des hommes, allaient au théâtre et voyaient des pièces où tous les rôles masculins et féminins, n'est-ce pas, étaient joués par des hommes. On sait aussi qu'à l'époque de Shakespeare, en Angleterre, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène, donc pareil, tous les rôles masculins et féminins étaient joués par des hommes. Et évidemment, à ces deux époques, les dramaturges aussi étaient des hommes. Cependant,
aussi bien à Athènes que dans l'Angleterre élisabéthaine. Et ça ne dérangeait personne de représenter des femmes fortes, des femmes capables, des femmes intelligentes au théâtre. Donc ils savaient que ça existait, mais tant que c'était joué par des hommes, parce que hors de question de donner du travail à des femmes en leur donnant des rôles ou de leur permettre de s'exprimer en montant leurs pièces. Et d'ailleurs, voilà, chez Sophocle comme chez Shakespeare, il y a vraiment des très très bons rôles de femmes, parce qu'ils n'ont pas été écrits pour faire travailler des femmes. Au contraire, si on regarde par exemple le théâtre français au XIXe siècle, les femmes sont physiquement présentes sur scène, mais elles ont moins de textes que les hommes, elles ont des rôles moins intéressants, moins complexes, il y a moins de rôles de femmes que de rôles d'hommes. Donc, au XIXe siècle, la femme est fermement reléguée au rôle de muse. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Alors globalement, les dramaturges, les metteurs en scène, les directeurs de théâtre sont aujourd'hui encore des hommes, mais il y a de plus en plus de femmes, surtout ces toutes dernières années. Moi, je dirais que c'est en 2017, avec l'affaire Weinstein, Balance ton porc, MeToo, qui a eu comme un électrochoc, qui a fait que l'intégration des femmes à des postes autres que comédiennes, habilleuses ou costumières ou ouvreuses a vraiment été accélérée. Mais ne vous méprenez pas, c'est quand même des augmentations du style de 5% à 10%. Donc c'est pas non plus la parité. Par exemple, bon, je ne veux pas m'avancer, mais c'est pas des chiffres qui font plaisir. D'ailleurs, la prochaine fois que vous serez dans le métro, regardez les affiches pour les saisons des théâtres et comptez le nombre de noms d'hommes et de noms de femmes que vous lisez parmi les metteurs en scène et les auteurs. Vous verrez, c'est très édifiant. Par exemple, là, j'ai reçu aujourd'hui le programme de 2024 pour le Festival d'Aix, et tous les opéras joués sont écrits par des hommes, aussi bien le livret que la musique. Donc ça fait plaisir, 100%. Donc, ah oui, je vais vous raconter une anecdote personnelle, et vous allez dire que vous ne voyez pas le rapport, mais gardez ce que j'ai dit à l'esprit sur l'effacement des femmes dans l'espace public. Donc, j'ai pas de compte sur les réseaux sociaux. Vous trouverez mon nom nulle part sur le site des Vierges Rouges. Je préfère toujours mettre le nom de la compagnie en avant plutôt que mon propre nom. Je préfère signer les Vierges Rouges que Maria Sombrin. Et même pour les petites affichettes que vous avez peut-être vues, mais que personne d'autre n'a vues, peut-être 2-3 pecnos dans le quartier, même là, j'ai hésité très longtemps avant de mettre mon nom dessus. Et même quand j'ai imprimé les affiches et que je les ai massicotées, j'avais la boule au ventre en voyant mon nom là écrit, que n'importe qui puisse le lire. C'est plutôt paradoxal et très peu pratique pour quelqu'un qui fait mon métier. Mais quand j'avais 20 ans, j'ai vécu avec un homme qui était violent. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais après que j'ai réussi à partir, il m'a harcelée pendant 6 mois. Par tous les moyens de communication à sa portée, il envoyait des messages injurieux à mon sujet à mes parents, ma sœur, ma tante. Je faisais une formation à l'époque et il envoyait ces messages aussi à mes professeurs et mes camarades et en commentaire sur les réseaux sociaux de l'école, pareil pour mes patrons, mes collègues, mes amis. Et il m'a aussi envoyé un pavé d'injures par SMS le jour de mon anniversaire à minuit. Donc ça, c'était super, ça m'a fait plaisir, ça m'a réveillée. Donc je suis allée voir les flics et évidemment, ça ne servait à rien. Donc tout ça, c'était il y a 10 ans. Ça a duré 6 mois, il y a 10 ans. Et donc ça fait 10 ans maintenant que j'ai peur d'afficher mon nom en public. Et surtout sur Internet. Et je suis loin d'être la seule. J'ai souvent depuis rencontré des femmes qui ne peuvent pas utiliser leur vrai nom en ligne, qui pâlissent à la vue d'un photographe et qui vont tout de suite lui demander de ne surtout pas diffuser leur image. Et tout ça à cause d'un homme qui a décidé, depuis le confort de chez lui, avec rien d'autre qu'un ordinateur ou un smartphone, de leur gâcher la vie et qui le fait impunément. Donc à une époque où on a besoin d'Internet, ne serait-ce que pour trouver et garder un emploi, où l'accès à Internet est tellement vital qu'en 2016, les Nations Unies ont décidé de l'ériger en littéralement droit de l'homme, je trouve ça très inquiétant de voir des femmes nonchalamment boutées hors de cette sphère par des hommes violents. Donc c'est ça aussi, l'effacement des femmes de l'espace public. Donc, et cette question de l'effacement des femmes dans l'espace public, c'est aussi l'oubli des artistes femmes par l'historiographie traditionnelle, l'exclusion des femmes dans notre patrimoine littéraire et du panthéon des classiques. Par exemple, je ne sais pas vous, mais moi, de toute ma scolarité, vraiment de la petite section de la maternelle au bac, j'ai étudié un seul texte écrit par une femme. Je m'en souviens très bien, c'était un poème de Louise Labbé. Alors, j'ai rien contre Louise Labbé, mais c'est pas suffisant. C'est juste pas suffisant. D'autant plus qu'en terminale, on a étudié les mémoires de De Gaulle.
Donc vous n'allez pas me dire qu'il n'y a aucune écrivaine, à part Louise Labbé, qui a autant ou plus de mérite littéraire que Charles de Gaulle. Donc Colette, elle, est une des rares autrices à n'avoir pas souffert de cet oubli. Elle est une des rares femmes à être considérée comme un grand écrivain. Elle a même une place à son nom, une vraie belle place devant la Comédie Française. Après, il est juste de dire que René Vivien aussi a une place à son nom, mais c'est un petit square très triste et très laid au coin de la rue du Temple et de la rue des Haudriettes. Donc voilà. Alors là, dans mes notes, j'ai écrit « Raconte la vie de Colette et de René Vivien ». Donc c'est ce que je vais faire. Alors, Colette est née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisé et elle est décédée dans son appartement du Palais Royal le 3 août 1954. Et son nom de naissance était Sidonie Gabrielle Colette. Quant à René Vivien, elle est née Pauline Marie Tarn le 11 juin 1877 à Londres et elle est morte à l'âge de 33 ans malheureusement à Paris dans le 16e arrondissement le 19 novembre 1909. Alors, il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que les deux avaient un nom de plume et les deux utilisaient leur nom de plume aussi comme nom d'usage dans la vie. D'ailleurs, c'est intéressant, Colette avait il y a beaucoup de surnoms et de faux noms dans la biographie de Colette. Par exemple, donc elle-même, qui a toujours utilisé son nom de famille comme nom unique. Elle appelait sa mère Sido, son père le capitaine, parce qu'en effet, c'était le capitaine Colette. Chose intéressante sur le père de Colette, donc sa fille était très proche des deux parents. Elle a eu une enfance idyllique à la campagne, elle montait aux arbres, tout ça. Elle aimait beaucoup sa famille, la nourriture. Elle a goûté le vin pour la première fois quand elle avait 2 ans. Et elle a eu un rapport avec... C'était une grande hédoniste, n'est-ce pas? Elle avait un rapport avec la nourriture et l'alcool qui était très, très joyeux, contrairement à René Vivien. C'était tout l'inverse. Et donc son père avait un fantasme d'écriture. Et il s'enfermait dans son bureau pendant des heures chaque jour en disant qu'il travaillait à son grand œuvre. Et donc il laissait personne voir ce qu'il écrivait. Et quand il est mort, et que Colette, qui était déjà un écrivain, a ouvert la porte du bureau et elle a pris donc ce grand œuvre auquel travaillait son père, elle n'a trouvé que des piles et des piles de feuilles blanches. Il n'avait jamais réussi à écrire. C'est resté un fantasme pour lui. Contrairement à sa fille, qui a été très prolifique. À 20 ans, elle a épousé un certain Henri Gauthier-Villars, surnommé Willy. Puis ensuite, elle a eu une liaison avec Mathilde de Morny, marquise de Belbeuf, surnommée Missy, ou Oncle Max, parce qu'elle était très lesbienne, aujourd'hui on dirait très butch, elle avait les cheveux courts, elle était habillée scandaleusement pour l'époque en homme, donc les gens l'appelaient Oncle Max, c'était un peu une blague. Mais dans ses lettres, Colette l'appelle « mon velours », ce qui est très joli. Puis elle a épousé un certain Henri de Jouvenel, qu'elle surnommait Sidi, ce que je trouve intéressant parce que c'est très proche de Sido, il y a quelque chose d'un peu édipien là-dedans, et elle en a profité pour déflorer son fils Bertrand de Jouvenel aussi, ce qui ressemble un petit peu à l'histoire de Chéri, pour ceux et celles qui l'ont lu. Et enfin, elle a épousé Maurice Goudequette, plus tard, qu'elle surnommait le meilleur ami, même dans ses romans, elle l'appelle comme ça. Ils n'avaient pas l'intention de se marier, mais elle a été embauchée en tant que journaliste pour décrire la traversée de l'Atlantique sur le paquebot le Normandie. Et comme c'était un paquebot qui allait aux États-Unis, n'est-ce pas? À cause des lois puritaines qu'ils avaient là-bas, ils ne permettaient pas à un couple non marié de voyager ensemble. Et du coup, juste avant de prendre le bateau, ils ont dit « Bon, bah zut, alors on va se marier, faisons cela ». Donc c'est pendant son mariage, quand elle était encore toute jeune, avec Henri Gauthier-Villars, que Colette a commencé à écrire. Alors c'était pas du tout... Elle est même très fière dans ses autobiographies, dans tous ses... Enfin, de toute façon, quasiment toutes les œuvres de Colette sont autobiographiques, mais dans ses œuvres, elle est très fière d'insister sur le fait qu'elle n'avait vraiment pas la vocation d'écrivain. C'est juste un jour, son mari, qui avait l'habitude de faire écrire aux autres et ensuite signer leurs œuvres et empocher beaucoup d'argent, lui a dit « Écoute, toi qui as été dans une petite école de filles publique et laïque à la campagne, pourquoi tu racontes pas ça dans un livre et on verra si on peut le publier ?» Alors bon, elle a écrit sa petite histoire sur des cahiers d'écoliers. Son mari a vu ça, il a dit « ça vaut pas tripette », il l'a mis au fond d'un tiroir. Et c'est genre 5 ans plus tard qu'il l'a relu et qu'il a dit « on va faire fortune ». Et c'est comme ça qu'est née la série des Claudine, avec d'abord Claudine à l'école, puis Claudine à Paris, Claudine en ménage, et enfin Claudine s'en va, écrit à peu près au moment où Colette divorçait de Henri Gauthier-Villars. Ce qui est intéressant avec cette série, c'est que donc ça a été signé Willy du début à la fin. Ensuite, à une époque, quand Colette était déjà une écrivaine établie, les éditeurs ont commencé à publier ses livres comme Claudine, Part,
Willy et Colette ou Colette et Willy pour les plus galants. De nos jours, en général, c'est signé uniquement Colette. Mais il y a encore des éditeurs qui mettent sur la tranche Willy et Colette, ce qui est quand même assez injurieux, je trouve. Aucun des écrits de Willy d'ailleurs n'a survécu autant, personne ne lit ça. Mais à l'époque, il était surtout connu comme... il était reconnu comme critique de musique, il aimait beaucoup Wagner, très bien. Mais ensuite, il écrivait des romans polissons que d'ailleurs il n'écrivait qu'à moitié ou qu'il n'écrivait pas. Donc, vraiment, lui, s'il y a bien un auteur oublié qu'il ne le doit qu'à son mérite, c'est lui. Donc, ensuite, divorce. Elle continue à écrire, cette fois-ci à son propre compte. Elle déménage de chez Henri Gauthier-Villard et elle emménage dans un entresol très, très bohème, très romantique à ses yeux. Et elle commence une carrière dans le music-hall, où elle travaille comme mime et comme danseuse. Alors elle danse nue, c'est très choquant, elle se sent extrêmement, extrêmement avant-garde. Et c'est là qu'elle a donc sa liaison avec Missy. Et c'est vraiment une période, elle a beaucoup écrit sur cette période, parce que c'est vrai que c'est une période extrêmement romanesque de sa vie. Et après, plus tard, bon d'accord, elle se range peut-être un petit peu, mais elle continue à écrire jusqu'à la fin de ses jours. Parmi ses œuvres principales, on avait évidemment les Claudines qui ont commencé et qu'elle méprisait un petit peu sur la fin, comme voilà, des œuvres de jeunesse pas très sérieuses. Ensuite, donc, j'ai déjà parlé de Chéri. Si jamais un autre, évidemment, il y a La Vagabonde, qui parle justement de ces années de music-hall. D'ailleurs, l'héroïne dans La Vagabonde s'appelle Renée, en hommage à René Vivien, justement, Renée Néré. Et un des très beaux compliments qu'on a fait à La Vagabonde, c'est que quand, en 1950, Colette faisait partie d'un jury d'écrivains qui devait décider les 50 meilleurs livres jusqu'à présent du XXe siècle, la seule règle pour le jury, c'était aucun livre d'aucun membre du jury ne peut voter pour son propre livre. Ça ne marche pas. Dans la liste, il n'y a rien que vous ayez écrit vous. Seulement, tous les autres membres du jury, à l'unanimité, ont dit qu'ils refusaient de publier une telle liste si La Vagabonde n'y figurait pas. Parce que ça serait mentir. Parce que c'est clairement un des 50 meilleurs livres du XXe siècle. Et j'ai trouvé ça très beau comme hommage de la part de ses confrères et consoeurs. Probablement plutôt des confrères pour l'époque, c'était peut-être la seule femme. Donc elle a continué à écrire jusqu'au bout. À la fin, elle a passé les dernières années de sa vie, n'est-ce pas, malade et alitée sur son lit qu'elle appelait son radeau dans son appartement du Palais Royal, où Jean Cocteau venait parfois lui rendre visite en voisin. Entre-temps, elle a eu une carrière aussi d'esthéticienne. Elle a décidé d'ouvrir un salon de beauté, ce qui est très étonnant parce que tous les gens qui ont rencontré Colette dans les décennies de sa vie, tout le monde fait des remarques assez étonnées sur son fard à paupières. Apparemment, elle était très fan du fard à paupières vraiment en couche et bleu ou vert, et les gens trouvaient ça un peu bizarre. Du coup, elle a décidé d'ouvrir un salon de beauté où elle faisait le même style de fard à paupières immonde à toutes ses clientes. Et d'ailleurs, un commentateur dit que quand elle sortait du salon, elle faisait 10 ans de plus que quand elles étaient entrées. Donc ça, c'est une carrière qui lui a moins bien réussi que sa carrière de danseuse ou de mime ou d'écrivaine. Elle a aussi été critique théâtrale. Elle a écrit un autre livre que je vous recommande, c'est le recueil Gigi, dans lequel il y a la nouvelle Gigi, évidemment, qui est adorable, mais aussi des très beaux autres textes, entre autres un de mes préférés qui est La Dame du photographe, qui est vraiment une histoire, même pas une histoire de quartier, c'est une histoire d'immeuble au début du XXe siècle. Et je dirais que les deux thèmes principaux de cette nouvelle sont les perles et le dégoût de la vie. Donc c'est très intéressant et assez... Je vous laisse découvrir. Donc voilà, grande autrice, grande dame de la littérature française et personnage assez épatant. Elle était à la fois, alors elle était courageuse, ça on peut le dire, extrêmement attachée à sa liberté, têtue, mais aussi égoïste. Missy, par exemple, lui a acheté une villa en Bretagne qui s'appelait Rosevent, et quand elles ont rompu, elle a gardé la villa. Et ensuite, Missy, dans les années 40, sans le sou et oubliée de tous ses amis, s'est suicidée. Et Colette n'a pas pensé à peut-être lui rendre sa villa. Bref, donc une femme formidable, mais assez monstrueuse parfois. L'un n'empêche pas l'autre. Et en tout cas, vraiment quelqu'un de très robuste à la fois mentalement et physiquement. Donc j'ai parlé de son hédonisme, son amour de la bonne chair, etc. C'était aussi quelqu'un d'assez chauvin,
Elle aimait bien ce qu'elle connaissait, et ce qu'elle connaissait pas, elle s'en méfiait. Ce qui est peut-être normal pour une femme de l'époque, mais en tout cas pour quelqu'un qui est, comment dire, une figure féministe forte, etc., voilà, une femme qui veut vivre sa propre vie selon ses propres, etc., c'est plus intéressant de la voir comme quelqu'un de complexe, qui avait quelques opinions pas terribles, et qui n'est pas, voilà, qui n'est pas une... pas juste une... comment dire, une icône. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que si jamais on discutait avec elle, déjà, je pense pas qu'elle m'aimerait beaucoup. Je pense pas qu'on serait copines. Et je pense qu'elle dirait pas mal de choses qui nous feraient un peu tiquer de nos jours. Par exemple, elle s'est vraiment jetée dans le monde lesbien de la belle époque quand elle était jeune. Et après, elle a passé tout le reste de sa vie à le critiquer. Et à dire, par exemple, d'une femme qui s'habillait en homme, ça fera jamais qu'un costume mal coupé de plus. Comme étant, voilà, elle gaspille le talent du tailleur. Donc c'est assez intéressant de voir ces deux volets-là et de ne pas s'arrêter à juste l'icône féministe qu'on veut bien y voir. Euh, quant à René Vivien, c'était quelqu'un de très très différent. Autant un adjectif que j'ai utilisé pour Colette, c'était robuste, autant René Vivien, c'était vraiment un feu follet. C'était un feu follet qui peut être vraiment soufflé par le premier courant d'air venu, d'ailleurs ça a été le cas. Donc elle avait une relation à l'alcool et à la nourriture, disais-je, qui était absolument pas saine et joyeuse comme celle de Colette. En effet, elle était donc anorexique et alcoolique. C'était vraiment pour elle, c'était les vases communicants. Moins elle mangeait, plus elle buvait, ce qui, on sait que c'est une très très mauvaise recette. Et contrairement à Colette, qui était pleine de bon sens paysan, qui était très, voilà, vieille famille bourguignonne, etc., René Vivien vivait, mais dans des sphères, vraiment des sphères très hautes et assez inimaginables. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant, en plus du fait qu'elles étaient amies, tout simplement, et que Colette a écrit sur elles, que je pense que c'est intéressant de voir leurs écrits côte à côte, parce que je pense que le texte de Colette sur René Vivien est une bonne porte d'entrée envers René Vivien, parce que très franchement, si jamais on la lit sans être prévenu, disons que c'est assez étrange, oui, elle est très très perchée, elle est vraiment dans une exaltation lyrique constante, et j'aime à croire que c'était vrai aussi bien dans sa vie que dans son œuvre. C'est vraiment, René Vivien, c'est un petit peu au même niveau que certaines pages de Musset, vraiment dans les années 30, vous savez, une envolée qui ne semble pas vouloir redescendre un jour, et c'est magnifique et très étonnant. Sinon, elle aussi a eu pas mal de liaisons qui ont défrayé la chronique, entre autres avec Nathalie Barnet, dite l'Amazone, avec qui elles sont allées plusieurs fois en voyage à Hawaï. Bizarrement, j'imagine pas du tout René Vivien à Hawaï avec ses draps noirs et tout ça dans la chaleur. Mais ce fut le cas, évidemment. Elles se sont déchirées, pleurées, tout ce qu'on voudra. Donc ça devait être formidable. C'était aussi, on en parlait tout à l'heure, une grande amie de Pierre-Louis, qui était grand ami de toutes les lesbiennes. Donc je suis sûre que c'était une amitié réciproque et mutuellement bénéfique. Et oui, donc, et elle était... Alors, une des... Je pense qu'on peut dire de Colette qu'elle avait un certain paganisme du fait qu'elle aimait beaucoup la terre, les plantes, les choses matérielles, etc. Mais René Vivien avait un paganisme très littéral en cela qu'elle adorait Aphrodite. Elle vouait un culte à Aphrodite et elle était plus ou moins obsédée. Non, obsession, c'est pas un très joli mot, mais elle était fascinée et elle mettait au cœur de son œuvre et de sa vie la poétesse Sappho, n'est-ce pas, Sappho de Lesbos, qu'elle a traduite. Donc René Vivien était aussi traductrice de grec archaïque, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis très impressionnée. Et donc, donc voilà, donc elle adorait Aphrodité et Sappho était pour elle vraiment une figure de tous les jours. Elle l'appelait Psapha parce que c'est plus proche du texte grec. Et elle a écrit une petite notice biographique sur elle au début de sa traduction de Sappho, où vraiment elle raconte sa vie comme quelqu'un qu'elle a bien connu. Et je trouve ça formidable, et je pense qu'elle a probablement mieux compris Sappho que beaucoup d'historiens, surtout hommes. Par exemple, les Victoriens dans l'Angleterre du 19e siècle, qui pensaient que, comme Sappho était toujours entourée de jeunes filles,
elle devait être la directrice d'une école. Ce qui, non, c'est pas le cas. Elle couchait avec, c'est tout. Donc oui, je pense que Renée Vivien, elle, surtout pour l'époque, comprenait un petit peu mieux de quoi il en ressortait. Et donc oui, comme Colette le dit dans son texte, elle s'est convertie au catholicisme vraiment au dernier moment, au moment de mourir. Mais oui, avant ça, elle a vraiment... Et puis voilà, elle adorait un peu tous les dieux. Elle avait aussi des bouddhas chez elle parce que ça ne peut pas faire de mal. C'était vraiment une exaltée. Vraiment le genre de personne qu'on n'imagine pas. Comment elle aurait fait pour vivre plus longtemps que 33 ans à ce rythme-là, parce que c'est admirable, vraiment cette façon de brûler au travers sa vie. Contrairement à Colette, qui elle a fait beaucoup de choses, mais je dirais pas qu'elle a brûlé au travers sa vie, je dirais qu'elle en a très tranquillement et d'une façon très décidée joui de début à la fin. Je pense que Renée Vivien était un peu plus torturée que ça. Elle était obsédée par la mort aussi. Là, je pense que le mot obsession a sa place parce que c'est, n'est-ce pas, c'est dommage. Donc c'est un des grands thèmes de ses œuvres. Et je vais donc... pardon, je regarde l'heure parce que... Et ceci étant dit... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ma pièce. Pardon, je vous dis 2 mots sur la pièce et après je vais lire. Donc ma pièce... C'est adapté du texte que Colette a écrit sur Renée Vivien des années après sa mort, qui est paru dans Le Pur et l'Impur. C'est un chapitre qui parle de Renée Vivien, qui est donc cette porte d'entrée pour découvrir le personnage qui va ensuite paraître de par ses œuvres. Et ensuite des œuvres de Renée Vivien. Donc il y en a certaines que j'ai amenées qui seront dans la pièce et d'autres pas. Je me suis dit que ça serait bien de faire un petit pot pourri aujourd'hui. Et donc on travaille là-dessus. J'ai ma comédienne, Alice, dont je vous ai déjà parlé. Et on fait en ce moment une campagne de financement participatif sur Ulule. C'est jusqu'à dimanche, si jamais quelqu'un voulait participer, qui ne l'a pas déjà fait, n'est-ce pas ? Vous êtes absolument les bienvenus et Aphrodité vous sourira et bénira, évidemment. Donc ceci étant dit, j'ai apporté donc des extraits de ce chapitre du Pur et l'Impur, et aussi quelques poèmes de Sappho. En fait, Sappho, on a seulement des fragments, on n'a pas de poème entier. Donc ce qu'a fait Renée Vivien, c'est qu'elle a traduit littéralement les fragments, et ensuite elle en extrapole un poème de sa propre facture. Et parce que je vais la présenter à vous ce soir, en tant que traductrice, que poétesse et autrice de prose, pour vous donner une idée de tous ses talents. Du coup, j'ai amené un petit échantillon de chaque, et je vais commencer donc par le texte de Colette, Le Pur et l'Impur. Donc, il n'est pas un trait de ce jeune visage qui ne me soit présent. Tout y disait l'enfance, la malice, la propension au rire. Où chercher, entre la chevelure blonde et la tendre fossette du menton effacé et faible, un pli qui ne fût point riant, l'indice, le gîte de la tragique tristesse qui rythme les vers de Renée Vivien. Je n'ai jamais vu Renée triste. Elle s'écriait, flanquant de lâches anglais toutes les dentales. « Ah, mon petite Colette, cette vie est une dégoûtation !» Et elle éclatait de rire. Dans Main billet, je retrouve la même exclamation. Souvent même, elle écrit en toutes lettres « Est-ce que cette existence n'est pas une pure emmerdation ? J'espère que cela va bientôt finir. » Impatience que ses amis trouvaient plaisante, espoir qui ne fut point déçu, elle mourut dans sa 30e année. Elle m'a dissimulé les 2 aspects littéraires de sa brève existence, sa tristesse et son travail. Où travaillait-elle ? À quelles heures ? Le spacieux, sombre, fastueux et changeant logis de l'avenue du Bois ne parlait point de travail. Parmi des merveilles instables, voilées mieux que vêtues, de noir ou de violet, à travers la nuit odorante des salons barricadés de vitraux, dans un air épaissi de rideaux, de fumée d'encens, Renée errait. 3 ou 4 fois, je la surpris à côté dans un coin de divan et crayonnant sur ses genoux. Elle se levait d'un air coupable et s'excusait. « Ce n'est rien, j'ai fini tout de suite. » Son long corps sans épaisseur penché portait comme un lourd pavot la tête et les cheveux dorés et de grands chapeaux chancelants. Elle tendait en avant ses longues mains tâtonnantes. Ses robes couvraient ses pieds, elle allait frapper d'une gaucherie angélique et perdait en marchant ses gants, son mouchoir, son ombrelle, son écharpe. La première fois que je dînais chez elle, 3 cierges de cire brune pleuraient dans de hauts chandeliers et ne dissipaient pas les ténèbres. Une table basse venue d'Extrême-Orient
offrait pêle-mêle les languettes de poisson cru roulées sur des baguettes de verre, le foie gras, les écrevisses, des salades au sucre et au poivre, un piper heizig brut très bien choisi et des cocktails déjà d'une exceptionnelle raideur. Suffoqué d'obscurité, mis en défiance par le feu inconnu des alcools russes, grecs, chinois, je ne mangeais qu'à peine. Je ne crus pas qu'une amitié véritable pût me venir de cette rencontre, à la faveur de ce luxe d'ombre, pour cette jeune fille longue qui vidait son verre avec l'air d'inadvertance qu'on voit dans les noces bourgeoises aux demoiselles d'honneur. Je devais pourtant revoir souvent René Vivien. Nous découvrîmes que sa maison et la mienne communiquaient grâce à 2 courts jardins divisés par une grille, que la concierge porte-clés n'était point incorruptible. Ainsi je pus me rendre sans emprunter la voie banale de la rue de Villejuste à l'avenue du Bois. En passant, je toquai de l'ongle aux vitres du rez-de-chaussée sur cour qu'habitait Romer Dumière. Il ouvrait sa fenêtre et me tendait, brassée de neige, trésor immaculé, sa chatte blanche aux yeux bleus, Lanka. « Je vous confie, me disait-il, ce que j'ai de plus précieux. » 20 mètres encore et j'affrontais chez René l'air qui, comme une eau épaisse, retardait mes pas, l'odeur de l'encens, des fleurs, des pommes blêties. C'est peu de dire que j'y suffoquais d'obscurité. J'y devenais intolérante, presque malfaisante, sans lasser la patience de l'ange filiforme qui vouait au Bouddha des offrandes de pommes d'api. Un jour que le vent printanier effeuillait dans l'avenue les arbres de Judée, j'eus la nausée de tant de parfums funèbres et je voulus ouvrir une fenêtre. La fenêtre était clouée. Quel appoint qu'un tel détail, quelle fioriture sur un thème déjà riche. Tant de rougeoiements, de reliefs d'or dans les demi-ténèbres, de voix chuchoteuses derrière les portes, de masques chinois, d'instruments anciens muets, pendus au mur et qui ne gémissaient vaguement qu'au choc d'une porte sous ma main brusque. Chez René Vivien, j'aurais voulu rajeunir pour avoir un peu peur. Mais l'impatience me reprenait. Et j'apportai un soir une offensante, une inadmissible grosse lampe à pétrole et la plantai tout allumée devant mon couvert. René en pleura à grosses larmes, d'une manière enfantine. Il est juste d'ajouter qu'elle se consola de même. Elle avait beau inviter en même temps que moi pour que je fusse contente 2 ou 3 de mes amis préférés, notre intimité ne semblait faire aucun progrès réel. Attablés dans l'ombre ou dans l'ombre étendue commodément, pourvus de chair rare et de boissons, de tabac turc en cigarettes, de blond tabac chinois dans des pipettes d'argent, nous demeurions un peu raides et inquiets, comme si la jeune hôtesse et nous-mêmes appréhendions le retour inopiné d'un maître, absent et inconnu. Ce maître de qui personne ne prononçait le nom de femme, nous avions vaguement l'air d'attendre qu'une catastrophe le projetât au milieu de nous ou qu'un exorcisme le dissipât. Mais il ne faisait que dépêcher à René des messagers invisibles et chargés, porteurs de lacs, de jets, d'émaux, d'étoffes. D'une merveille à l'autre, René allait incertaine, détachée, et témoignant d'une modestie indifférente de gardienne. Si je me reporte au changement qui peu à peu me rendit René plus intelligible, je crois que quelques gestes, quelques mots d'abord me l'éclairèrent d'une lumière différente. Il y a des êtres qui se transforment par enrichissement, d'autres n'acquièrent une vie réelle qu'en se dépouillant, et leur misère seule les crée. Quand commençai-je de pouvoir oublier que René était poète, c'est-à-dire de lui montrer un intérêt réel? Sans doute un soir de dîner chez elle, soir de chair épicée et de breuvages inquiétants, mais je ne me fiais qu'à 1 coupe ou 2 de champagne brut, parfait. Soir gai et pourtant inexplicablement guindé, soir où la gaieté de René fut attentive à rire, empressée à fêter hors de toute mesure le moindre mot plaisant. Elle était, pour exception, habillée d'une robe blanche qui découvrait son jeune cou penché, sa nuque d'où pleuvait toujours, décoiffée, ses doux cheveux plats qu'elle n'ondulait jamais. Entre 2 répliques, sans qu'aucun trouble ne l'eût présagé, elle laissa aller contre le dossier de son siège son buste fin et creux, et sa tête, et sa tête pendit, les yeux clos sur sa poitrine. Je revois les 2 longues mains qui reposèrent, ouvertes et mortes sur la nappe. Cette sorte de syncope dura 10 secondes, et René reprit vie sans embarras. « Je vous demande pardon, mes petits enfants, je crois que je dormais. » Et elle s'élança dans le débat qu'elle avait quitté pour la mort passagère d'où elle revenait, munie d'étranges forces et d'une irritation égarée.
Je sentis que la modulation de René, en moi-même je comparais René à une douce mélodie, un peu plate certes, en dépit de ses harmonies laborieuses, approchait. Chez le costumier Pasco, 10 jours avant un bal costumé au Théâtre des Arts, René Vivien, en se rhabillant après l'essayage de son costume, elle devait figurer Jane Grey sur le billot. Endossa par erreur, en place de son manteau noir, mon manteau noir. « Il vous va presque bien, lui dis-je en riant. Mais il vous manque encore quelque chose pour le porter dignement, quelque chose là et là. À part ça, il me va presque bien, répéta René. Presque bien ? Je lui revis un visage obscurci, la bouche entr'ouverte et stupide. Elle balbutia. C'est un grand malheur que vous m'annoncez là. Elle mesurait d'un regard morne l'agréable ponette, genre cob, que j'étais alors. Elle se ressaisit assez rapidement et nous nous séparâmes. Le soir, on me remit de sa part ce mot adressé à mes amis figurant du tableau vivant de Jane Grey et à moi. Mes enfants, il m'arrive le plus grand malheur qui pouvait m'atteindre. J'ai engraissé par inadvertance de 10 livres. Mais j'ai encore 10 jours avant notre bal. Pour les perdre, c'est suffisant. Il faut que ce soit suffisant, car je ne dois à aucun prix dépasser le poids de 52 kilos. Ne me cherchez pas. Je vais dans un endroit inconnu de tous. Comptez sur moi. Je serai là dans 10 jours et sous les armes pour le bal. Votre René. Elle tint parole. Nous sûmes plus tard qu'elle avait passé 10 jours au pavillon Henri IV à Saint-Germain. Le matin, elle buvait un verre de thé et marchait dans la forêt jusqu'à ce que ses forces l'abandonnassent. Alors, elle buvait encore du thé, corsé d'alcool, et se couchait presque évanouie et recommençait le lendemain avec la force inépuisée des extravagants. Nous faisions peut-être 20 kilomètres, avoua plus tard sa compagne. Je ne sais pas comment mademoiselle tenait debout. Moi qui mangeais, je n'en pouvais plus. Les 10 jours écoulés, René nous rejoignit à 11h au Théâtre des Arts. Elle était très jolie dans son costume, fardée, l'orbite creuse, les cheveux libres sur une épaule et gaie avec égarement. Elle eut encore la force de figurer Jane Grey, les mains liées, la nuque blanche, versant sur le billot un flot de cheveux blonds, avant de tomber sur la scène, derrière la toile de fond, en proie aux plus tristes et aux plus violentes manifestations d'un empoisonnement d'alcool, aggravé par l'inanition et quelques dopings. Le matin, menant en laisse ma mémorable chatte Prue dans l'avenue, Prue avec 2 R, au long des marges de gazon qu'elle aimait, je rencontrais parfois René, toujours un peu parée dans la rue comme pour un dimanche sur le mail. Elle montait en voiture, mettait le pied sur l'ourlet de sa longue robe, accrochait sa manche à la poignée de la portière. « Où allez-vous si tôt, René ?»« Je vais acheter mon Bouddha. J'ai décidé d'en acheter un tous les jours. N'est-ce pas une bonne idée ?»« Excellente. Bonne journée !» Elle se tournait pour agiter la main vers moi et son grand chapeau tangué. Pour le retenir, elle levait le bras qu'elle avait passé dans l'anse de son sac, et son sac, mal fermé, répandait une quantité de billets de banque froissés. Elle s'écriait « Oh, mon Dieu !» et riait gentiment. Enfin, le fiacre, le grand chapeau, la robe à l'ourlet décousu s'éloignaient, et près de ma chatte en laisse qui grattait hygiéniquement le gazon, je restais à songer l'alcool, la maigreur, la poésie, le Bouddha quotidien. Où est le fond sombre de ces enfantillages ? Qu'on m'excuse d'avoir compris dans le nombre de ces enfantillages le mot poésie. René Vivien a laissé des vers nombreux, d'une grâce, d'une force, d'un mérite inégaux. Inégaux comme le souffle humain, comme les pulsations de la douleur humaine. Le culte qu'ils chantent attira sur eux la curiosité, puis l'engouement. Aujourd'hui, ils ont désarmé l'indignation même des plus bas moralistes. Admirablement au fait de notre langue, rompu aux rigueurs du maître français, René Vivien trahit sa qualité d'étrangère, c'est-à-dire l'assimilation ralentie des chefs-d'œuvre français, en exudant son baudelaire qu'entre les années 1900 et 1909. C'était, pour nous autres, un peu tard. À la découvrir faillible, maniaque, atteinte d'un délabrement qu'elle espérait tenir secret, ma sympathie pour René se changeait en amitié. L'amitié n'est pas toujours discrète. La mienne alla jusqu'à poser une étrange question. « René, est-ce que vous êtes heureuse ?» René rougit, sourit, puis brusquement se guinda. « Mais bien sûr, mon petite Colette. Pourquoi voudriez-vous que je ne sois pas heureuse ?»«
Je n'ai pas dit que je le voudrais, repartis-je sèchement, et je m'en allais, mécontente de nous deux. Il me reste de l'incident un billet bref et d'un tour imposant. Vous m'avez gravement offensée hier soir, Colette. Je ne suis pas de celles qui pardonnent. Adieu, Renée. Mais l'autre Renée, la bonne, la charmante, me fit tenir un second billet 2 heures après le premier. Pardonnez-moi, mon petit Colette, je vous ai écrit Dieu sait quoi. Mangez ces belles pêches à ma santé et venez me voir. Venez dîner le plus tôt que vous pourrez et amenez nos amis. Je n'y manquai pas, car l'amitié qu'on voue à un être humain, désagrégé déjà incliné dans le sens de sa chute, n'obéit pas aux suggestions de l'amour-propre. Pendant que je voyage, tournée barrée, music-hall, j'ignore que Renée est bien près de mourir. Elle va diminuant, refusant toujours de manger. Dans les éblouissements ocellés, les lumières boréales de la faim, elle croit voir les flammes de l'enfer catholique. Quelqu'un dans son entourage les attise, les lui dépeint, mystère. Affaiblie, elle se fait humble, se convertit. La toux, la fièvre ébranle son flanc vide. Le hasard m'a épargné la vue de Renée mourante puis morte. Elle emporta plus d'un secret, et sous son voile violet, René Vivien, le poète, emmena, colsein de pierres de lune, de béryl, d'aigues marines et autres joyaux anémiques, l'immodeste enfant, la petite fille intempérante qui m'enseignait avec une compétence désinvolte « Il y a moins de manières de faire l'amour qu'on ne dit, mais plus qu'on ne croit. » Blonde, la joue frappée de fossettes, avec une tendre bouche rieuse, de grands yeux doux, elle fut quand même tirée vers le dessous de la terre, vers tout ce qui n'est pas l'affaire des vivants. Ça, c'était des extraits du Pur et l'impur, qui, je pense, est un très beau portrait, à mon avis, de la part de Colette, de Renée Vivien. Et donc, comme je disais, j'aimerais partager quelques poèmes, quelques traductions et quelques poèmes inspirés par Sappho. Donc, comme on voit, voilà, il y a certains fragments qui font vraiment une ligne. Alors, celui-ci, Nramanmen ego seten ati palaipota, signifie « Je t'aimais, Attis, autrefois ». Et donc, le poème que ça a inspiré à Renée Vivien. Le soir fait fleurir les voluptés fanées, le reflet des yeux et l'écho de la voix. Je t'aimais au long des lointaines années, Attis, autrefois. Optaïs amme, tu nous brûles. Mes lèvres ont soif de ton baiser amer, et la sombre ardeur qu'en vain tu dissimules déchire mon âme et ravage ma chair. Eros, tu nous brûles. Tade, nun, etairaisa, tais emaisi, terpna kalos aiso. Voici maintenant ce que je chanterai bellement afin de plaire à mes maîtresses. Attis aux cheveux de crépuscule, blonde et lasse, et Rana, qui dans l'or des couchants ranime l'ardeur de la lyre profonde et des nobles chants, Euneika trop belle, et Gurino trop tendre, Anactoria qui passait autrefois lorsque je mourais de te voir ou d'entendre ton rire et ta voix, Dica dont les mains souples tissent les roses et qui vient offrir aux déesses les fleurs neigeant du pommier ingénument décloses, parfum et pâleur. Pour vous j'ai rythmé les sons et les paroles, pour vous j'ai pleuré les larmes du désir. J'ai vu près de vous les ardentes corolles du soir défleurir. Triste j'ai blâmé l'importune hirondelle, par vous j'ai connu l'amer et doux Eros. Par votre beauté je devins immortelle, vierge de Lesbos. Celui-ci est un fragment très très connu et que les gens aiment beaucoup, entre autres parce que comme vous voyez il est beaucoup plus long que les autres, donc ça fait plaisir d'avoir un peu de matériaux avec Sappho. Et il a été traduit et réinterprété par beaucoup de poètes et entre autres notre amie Louise Labbé. Donc je vous dis juste le premier vers en grec. Alakamen glossa eage. Il me paraît l'égal des dieux,
l'homme qui est assis dans ta présence et qui entend de près ton doux langage et ton rire désirable qui font battre mon cœur au fond de ma poitrine. Car lorsque je t'aperçois, ne fût-ce qu'un court instant, je n'ai plus de parole, ma langue est brisée, et soudain un feu subtil court sous ma peau, mes yeux ne voient plus, mes oreilles bourdonnent, la sueur m'inonde et un tremblement m'agite toute. Je suis plus pâle que l'herbe, et dans ma folie, je semble presque une morte. Mais il faut oser tout. Et l'interprétation de René Vivien est « L'homme fortuné qu'enivre ta présence me semble l'égal des dieux, car il entend ruisseler ton rire et rêver ton silence. Et moi, sanglotant, je frissonne toute et ma langue est brisée. Subtile, une flamme a traversé ma chair, et ma sueur coule ainsi que la rosée âpre de la mer. Un bourdonnement remplit de bruit d'orage mes oreilles, car je sombre sous l'effort, plus pâle que l'herbe, et je vois ton visage à travers la mort. Kattanoisa, dekei apota. Morte, un jour tu demeureras couché dans la tombe et nul souvenir de toi ne persistera ni alors ni plus tard. Car tu ne cueilles point les roses de Pieria, mais, obscur, tu erreras dans la maison de l'Hadès, inconnu parmi les morts aveugles. Demain tu mourras d'une mort sans étoile. La nuit cachera ton rire d'autrefois sous l'azur et sous la pourpre de ses voiles, sous les linceuls froids. Tu n'as point cueilli les roses immortelles de Pieria, Gorgo, charme d'un jour. Jamais ne brûla dans tes pâles prunelles l'éclair de l'amour. L'Hadès te prendra dans sa vague demeure, le chant de ta voix ne persistera pas, ni le souvenir de ton parfum d'une heure. Demain tu mourras. Et tu passeras, ombre parmi les ombres, tu ne sauras point l'orgueil des lendemains, sans rayon de gloire à tes paupières sombres, sans fleurs dans tes mains. Tes pas erreront faiblement sur la rive des femmes sans phare et des passants obscurs. La maison des morts, sur ta forme plaintive, fermera ses murs. Sous l'azur et sous la pourpre de ses voiles, la nuit cachera ton rire d'autrefois. Demain tu mourras d'une mort sans étoile, sous les linceuls froids. J'adore ce poème, je le trouve brutal, aussi bien l'original que la version de René Vivien. Alors, j'ai choisi dans ce très beau et très grand livre, que je recommande à tous, mais il faut le commander à l'éditeur, c'est voilà, les poésies complètes, un poème que je trouve très beau et que je trouve aussi très, très d'actualité, encore et toujours, malheureusement. Hop. Et il est intitulé Parole à l'ami. Tu me comprends. Je suis un être médiocre, ni bon ni très mauvais, paisible, un peu sournois. Je hais les lourds parfums et les éclats de voix, et le gris m'est plus cher que l'écarlate ou l'ocre. J'aime le jour mourant qui s'éteint par degrés, le feu, l'intimité claustrale d'une chambre où les lampes, voilant leur transparence d'ambre, rougissent le vieux bronze et bleuissent le grès. Les yeux sur le tapis plus lisses que le sable, j'évoque indolemment les rives au pois d'or, où la clarté des beaux autrefois flotte encore. Et cependant, je suis une grande coupable. Vois, j'ai l'âge où la Vierge abandonne sa main à l'homme que sa faiblesse cherche et redoute. Et je n'ai point choisi de compagnon de route, parce que tu parus au tournant du chemin. L'hyacinthe saignait sur les collines rouges, l'hyacinthe saignait sur les rouges collines, tu rêvais et l'éros marchait à ton côté. Je suis femme, je n'ai point droit à la beauté. On m'avait condamnée aux laideurs masculines. Et j'eus l'inexcusable audace de vouloir le sororal amour fait de blancheur légère, le pas furtif qui ne meurtrit point les fougères, et la voix douce qui vient s'allier au soir. On m'avait interdit tes cheveux, tes prunelles, parce que tes cheveux sont longs et pleins d'odeur,
et parce que tes yeux ont d'étranges ardeurs et se troublent ainsi que les ondes rebelles. On m'a montré au doigt en un geste irrité, parce que mon regard cherchait ton regard tendre. En nous voyant passer, nul n'a voulu comprendre que je t'avais choisi avec simplicité. Considère la loi vile que je transgresse, et juge mon amour qui ne sait point le mal, aussi candide, aussi nécessaire et fatal que le désir qui joint l'amant à la maîtresse. On n'a point lu combien mon regard était clair sur le chemin où me conduit ma destinée, et l'on a dit « Quelle est cette femme damnée que ronge sourdement la flamme de l'enfer ?» Laissons-les aux soucis de leur morale impure, et songeons que l'aurore a des blondeurs de miel, que le jour sans aigreur et que la nuit sans fiel viennent, tels des amis dont la bonté rassure. Nous irons voir le clair d'étoiles sur les monts. Que nous importe à nous le jugement des hommes? Et qu'avons-nous à redouter, puisque nous sommes purs devant la vie et que nous nous aimons? Et, n'est-ce pas, je trouve aussi. Et enfin, j'ai une très courte nouvelle de ce recueil. Alors là, autant ce livre-ci est cher et pas facile à trouver, autant ça, c'est un folio 2 € que vous pouvez au moins commander dans toutes les librairies. Voilà. Et même parfois, ils l'ont à Gibert ou à la Fnac ou quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de facile à trouver. C'est un recueil de nouvelles qui sont aussi assez lyriques. Certaines sont presque des poèmes en prose. Certaines sont d'ailleurs en vers. Il y a un peu de théâtre aussi là-dedans. Il y a une pièce en un acte que j'aime beaucoup et qui est vraiment... Je ne résiste pas à vous lire juste la didascalie de la première scène, qui est « La scène représente une rive du Nord Fjord, dans le fond des montagnes. Des jeunes filles en costume de paysannes forment un groupe mouvant. Elles foulent aux pieds les clochettes bleues, le thym et les gentianes. Immobile sur un rocher, Svanhild regarde au loin, qui est la meilleure didascalie que j'ai jamais lue, personnellement. Mais c'est un autre texte que je vais vous lire, une nouvelle intitulée « Le Prince Charmant ». Donc, « Le Prince Charmant », conté par Géza Károly. Je vous ai promis, ô petite curieuse, de vous conter l'histoire véritable de Sarolta Andrássy. Vous l'avez connu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ses cheveux noirs aux reflets bleus et roux et de ses yeux d'amoureuse suppliants et mélancoliques. Sarolta Andrássy vivait à la campagne avec sa vieille mère. Elles avaient pour voisins les Széchenyi, qui venaient de quitter définitivement Budapest. Une famille bizarre en vérité. On aurait pu prendre Béla Széchenyi pour une petite fille et sa sœur Terka pour un jeune garçon. Chose curieuse, Béla possédait toutes les vertus féminines et Terka tous les défauts masculins. Les cheveux de Béla étaient d'un blond vert, ceux de Terka plus vivants d'un blond rose. Le frère et la sœur se ressemblaient étrangement. Cela est très rare entre gens d'une même famille, quoi qu'on en dise. La mère de Béla ne se résignait pas encore à couper les belles boucles blondes du petit garçon et à échanger ses gracieuses jupes de mousseline ou de velours contre une vulgaire culotte. Elle le choyait comme une fillette. Quant à Terka, elle poussait à sa guise, pareille à une herbe sauvage. Elle vivait au grand air, grimpant sur les arbres, maraudant, pillant les jardins potagers, insupportable et en guerre avec tout le monde. C'était une enfant sans tendresse et sans expansion. Béla, au contraire, était la douceur même. Son adoration pour sa mère se manifestait par des câlineries et des caresses incessantes. Terka n'aimait personne et personne ne l'aimait. Sarolta va un jour chez les Széchenyi. Ses yeux d'amoureuse imploraient dans son mince visage pâle. Béla lui plut beaucoup. Ils jouèrent longtemps ensemble. Terka rôdait autour d'eux d'un air farouche. Lorsque Sarolta lui adressa la parole, elle s'enfuit. Elle aurait été jolie, cette incompréhensible Terka, mais elle était trop longue pour son âge, trop maigre, trop gauche, trop dégingandée, tandis que Béla était si mignon et si doux. Les Széchenyi quittèrent la Hongrie quelques mois plus tard. Sarolta pleura amèrement son compagnon de jeu. Sur l'avis du médecin, sa mère l'avait emmené à Nice, ainsi que sa récalcitrante petite sœur. Béla avait la poitrine délicate à l'excès. Il était d'ailleurs peu robuste. À travers ses rêves, Sarolta évoquait toujours l'enfant trop frêle et trop jolie dont le souvenir persistait en elle. Et elle se disait en souriant à l'image blonde
Si je dois me marier plus tard, je voudrais épouser Béla. Plusieurs années se passèrent, ô combien lentement pour l'impatiente Charolta. Béla devait avoir atteint 20 ans et Terka 17. Ils étaient toujours sur la Riviera. Et Charolta se désolait de ces années sans joie, éclairées seulement par l'illusion d'un songe. Elle rêvait à sa fenêtre par un soir violet lorsque sa mère vint lui dire que Béla était revenu. Le cœur de Charolta chantait à se briser, et le lendemain, Béla vint vers elle. Il était le même, et pourtant bien plus charmant qu'autrefois. Charolta fut heureuse qu'il eût gardé cet air efféminé et doux qui lui avait tant plu. C'était toujours l'enfant fragile. Mais cet enfant possédait aujourd'hui une grâce inexprimable. Charolta chercha en vain la cause de cette transformation qui le rendait si attirant. Sa voix était musicale et lointaine, ainsi qu'un écho de montagne. Elle admira tout de lui, jusqu'à son complet anglais d'un gris de pierre et jusqu'à sa cravate mauve. Béla contemplait la jeune fille de ses yeux changés, de ses yeux étrangement beaux, de ses yeux qui ne ressemblaient pas aux yeux des autres hommes. « Qu'il est donc mince !» observa la mère de Charolta après son départ. « Il doit être encore d'une santé bien délicate, ce pauvre petit. » Charolta ne répondit point. Elle ferma les yeux afin de revoir Béla sous ses paupières closes. Comme il était joli, joli, joli. Il revint le lendemain et tous les jours. C'était le prince charmant, qui ne se révèle qu'à travers les pages enfantines des contes de fées. Elle ne pouvait le regarder en face sans défaillir ardemment, languissamment. Son visage variait selon l'expression du visage désiré, son cœur battait selon le rythme de cet autre cœur. L'inconsciente et puérile tendresse était devenue de l'amour. Béla pâlissait dès qu'elle entrait diaphane en sa robe blanche d'été. Il la regardait parfois sans parler, comme quelqu'un qui se recueille devant une statue sans défaut. Parfois elle lui prenait la main. Elle croyait toucher une main de malade tant la paume en était brûlante et sèche. Un peu de fièvre montait alors jusqu'aux pommettes de Béla. Elle lui demanda un jour des nouvelles de Terka, l'indiscipliné. « Elle est toujours à Nice, répondit-il négligemment, et l'on parla d'autre chose. Charolta comprit que Béla n'aimait point sa sœur. Ce n'était pas étonnant. Au surplus, une enfant si taciturne et si farouche. Ce qui devait arriver arriva. Béla la demanda en mariage quelques mois plus tard. Il entrait dans sa 21e année. La mère de Charolta ne s'opposa point à l'union. Ce furent d'irréelles fiançailles, délicates à l'égard des roses blanches que Béla apportait chaque jour. Ce furent des aveux plus fervents que des poèmes et des frissons d'âme sur les lèvres. Au profond des silences passait le rêve nuptial. « Pourquoi, disait Charolta à son fiancé, es-tu plus digne d'être aimé que les autres jeunes hommes? Pourquoi as-tu des douceurs qu'ils ignorent? Où donc as-tu appris les paroles divines qu'ils ne prononcent jamais ?» La cérémonie eut lieu dans une intimité absolue. Les cierges avivaient les lueurs roses de la blonde chevelure de Béla. L'encens fumait vers lui et le tonnerre des orgues l'exaltait et le glorifiait. Pour la première fois, depuis le commencement du monde, l'époux fut aussi beau que l'épouse. Ils partirent vers les rives bleues où s'exaspère le désir des amants. On les vit, couple divin, les cils de l'un frôlant les paupières de l'autre. On les vit, amoureusement et chastement enlacés, les cheveux noirs de l'amante répandus sur les blonds cheveux de l'amant. Mais voici, ô petite curieuse, où l'histoire devient un peu difficile à raconter. Quelques mois plus tard, le véritable Béla Széchenyi apparut. Ce n'était pas le prince charmant. Hélas, ce n'était qu'un joli garçon, sans plus. Il rechercha furieusement la personnalité du jeune usurpateur et il apprit que l'usurpateur en question était sa sœur, Terka. Charolta et le prince charmant ne sont plus revenus en Hongrie. Ils se cachent au fond d'un palais vénitien ou d'une maison florentine. Et parfois on les rencontre, telle qu'une vision de tendresse idéale, amoureusement et chastement enlacée.